Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous remercie pour votre présence au nom du SNBS pour cette deuxième lunch session que nous faisons. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et nous remercions Loïc Simon et Baptiste Gex du bureau Enoki qui sont là pour nous parler du critère 131 qui traite de l'espace d'interaction sociale. Donc, ils vont vous donner plein de pistes à propos de ce critère. Donc, Baptiste, je te passe la parole et bonne conférence à tout le monde. Très bien, merci Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Désolé pour ces soucis logistiques du midi. On est très heureux de vous accueillir pour cette deuxième session sur les espaces d'interaction sociale. On vous souhaite un bon appétit et on souhaite également vous apporter de la nourriture, des connaissances et stimuler ce thème des interactions sociales. Aujourd'hui, on sera deux, donc Loïc Simon et moi-même Baptiste Gex pour vous présenter ce thème, tous deux du bureau Enoki. Loïc est spécialisé dans les processus de certification et des espaces communs, et moi-même dans l'activation de quartier, la gouvernance et les processus de participation. Et à ce titre, on est aussi les deux conseillers et auditeurs SNBS au sein du bureau Enoki. Et je profite juste de vous le présenter en deux mots pour comprendre d'où on vient et pourquoi on s'intéresse à cette question des espaces partagés. Du coup, Enoki est un bureau spécialisé dans la durabilité écologique et sociale dans l'immobilier de manière générale. On travaille pour des propriétaires, que ce soit des caisses de pension, des fonds immobiliers, des coopératives, mais aussi des développeurs, des constructeurs, aussi des régies, des villes, des cantons et même la Confédération, car ce thème du social devient de plus en plus important dans la durabilité. Et on a des prestations autour de quatre axes, principalement ce qu'on dénomme l'activation de quartier, le fait de créer des dynamiques au sein de quartier et d'utiliser des espaces communs. Plus généralement, des processus de participation et de sondage qui sont souvent utilisés justement pour activer le levier social dans le développement immobilier. Et de manière plus globale, tout ce qui est planification et suivi de durabilité, que ce soit SNBS ou autre label, ou sans label aussi même parfois, et de manière générale aussi des questions de recherche et de développement en durabilité. Le but de cette présentation, c'est justement qu'on voit que les espaces d'interaction sociale, on les retrouve dans toutes nos différentes prestations et surtout dans les questions de durabilité, et on voit que c'est un élément clé de la certification. Et c'est à ce titre justement qu'on vous propose le programme suivant, de vous parler un petit peu du constat que nous, on a, que le milieu de l'immobilier a par rapport à ces espaces d'interaction sociale. Les objectifs, qu'est-ce qu'on en attend, quel type d'espace. Ces trois premiers points, je les ferai moi, et après, je passerai la parole à Loïc pour les points 4 à 7, pour rentrer vraiment plus en détail dans la certification et voir justement qu'est-ce qu'elle implique et comment bien imbriquer les objectifs dans la certification. Vous verrez, la présentation est assez dense. Le but, c'est qu'à la fin, on la donne à tout le monde en PDF et qu'elle serve de support pour aller plus loin. Donc, il y a parfois des choses qu'on va passer assez vite, mais le but aussi, et vous le verrez, c'est d'être assez richement illustré. Donc, il y a autant des expériences qu'on a pu faire nous, mais aussi beaucoup d'expériences qu'on fait d'autres. Et l'idée d'avoir un peu un recueil de bonnes pratiques qui puisse vous servir par la suite. Du coup, entrons dans le vif du sujet, donc contexte et constat. Par rapport à ces espaces d'interaction sociale, on a de notre expérience perçu trois grands constats thématiques. Le premier, d'un point de vue social, quel est le constat? C'est que si on prend un enjeu un peu de santé globale, mondiale, l'OMS définit le bien-être comme étant la santé comme étant la somme du bien-être physique, mental et social. Donc c'est un véritable enjeu, l'aspect social et la rencontre. Et on voit qu'au travers des différentes crises, inégalités, phénomènes d'individuation dont on est témoin, il y a une diminution de ce lien social qui se crée. Et il y a une question qui se pose par rapport aussi au territoire, à ce souhait de plus de densification de notre territoire, qui est une bonne chose, mais qui doit se poursuivre par une réflexion de comment laisser de la place aussi aux interactions sociales, vu qu'on sera plus d'habitants par mètre carré dans une ville, par exemple. Le deuxième constat, il est écologique, c'est en termes cette fois vraiment de surface par habitant. On consomme de plus en plus de surface, plus 36% entre les années 80 et 2020. Et il y a cette question effectivement d'impact écologique par rapport à la surface par habitant. Et du coup, l'enjeu des espaces d'interaction sociale, on le verra aussi, c'est que c'est des espaces qui peuvent être mutualisés et qui nous permettent de réduire à terme en fait notre quantité d'espace consommé par personne. Donc c'est une motivation. Et dernièrement, le point de vue économique, qui est très intéressant, c'est que ça peut paraître compliqué, ces espaces d'interaction sociale, surtout dans les logements peut-être en PP ou en locatif ou dans des grands ensembles. Mais les coopératives, aujourd'hui, elles excellent dans ce domaine-là. Les coopératives d'habitants, elles en exploitent beaucoup, elles en planifient beaucoup, mais elles représentent que 5% du parc de logements. Et la question se pose évidemment pour le locatif, pour la PP, qui représente la plus grande part du marché,
que faire et comment le faire. Et c'est un peu ce sujet-là qu'on aime bien aborder de manière générale chez Enoki. Du coup, l'objectif, c'est d'aller... Hop, j'ai perdu la slide. C'est de se poser cette question, quels espaces peuvent apporter une réponse à ces enjeux, pour qui et comment. Et une première matrice qu'on vous propose, justement, pour bien cerner ce sujet, c'est la suivante, c'est que la variété d'espaces communs et d'interaction sociale est très grande. On peut avoir des espaces avec une plus grande plus-value sociale, donc c'est des espaces qui vont créer une attractivité collective pour des projets communs, et des espaces plus à plus-value servicielle, c'est-à-dire individuels qui vont nous apporter un service. Je l'explique. Si on parle d'espace d'interaction sociale, on peut avoir de manière générale une grande place publique, une cour d'école, des halls d'entrée ou des coursives. C'est des espaces plus à vocation de rencontre qu'une plus-value sociale. Et au milieu, on peut avoir des espaces qui sont plus à l'intermédiaire, qui sont autant des lieux de rencontre, mais qui vont nous apporter un service, comme un jardin potager. On y rencontre ses voisins, mais on produit des légumes. Même chose pour une cafétéria, on rencontre des collègues, mais on peut y manger. Et à l'autre extrême, on a vraiment des types d'espaces qui apportent beaucoup de services à une personne, un espace de télétravail, un atelier vélo pour réparer ou bricoler, ou une chambre joker qui est vraiment cette fois-ci un service où on est seul dans l'espace, mais qui est souvent dans un concept général d'espace commun et d'interaction sociale à l'échelle, par exemple, d'un quartier. Du coup, toute cette déclinaison de type d'espace, nous, on le perçoit comme des espaces d'interaction sociale. Ils peuvent être motivés en tant que tels aussi dans le SNBS. Et évidemment, à chaque contexte se trouvent ses propres espaces d'interaction sociale. Ce qui est important de voir, c'est qu'on ne va pas tous tout le temps les faire, et on nous dit souvent, mais il n'y a pas besoin d'avoir tous ces espaces-là, les gens ne les utilisent pas. On a pu faire une étude qui a fait ressortir que presque 50% de la population suisse, en fait, est demandeur de ce type d'espace-là. Et là, je parle de la population suisse en général, donc dans un contexte urbain, cette demande serait d'autant plus forte. Et vu que c'est un besoin, ça peut être vraiment un avantage de les intégrer dans son projet, dans un projet de logement ou autre, car on peut avoir un impact sur le taux de vacances ou la rotation, car on apporte des avantages et du coup une différence par rapport à d'autres projets. Mais évidemment, et on en reparlera, il y a des contraintes liées à ces espaces. C'est qu'il faut avoir des réflexions économiques anticipées, c'est un coût de le faire. Il y a des questions de gouvernance, qui s'en occupent, comment ils sont gérés, et des systèmes organisationnels, comment on y accède, évidemment. En termes de développement, du coup, vis-à-vis de cette demande, ces avantages, ces contraintes, il faut une approche méthodologique. Il faut se demander pour quel public cible on les fait. Il faut être assez pragmatique aussi. On ne va pas faire tous les espaces dans tous les quartiers, dans tous les contextes de logement. Et si possible, il faut impliquer les usagers finaux pour être sûr qu'à la fin, ces espaces soient bien utilisés. Et aussi, pourquoi? C'est parce qu'ils peuvent avoir une bonne rentabilité. On voit aujourd'hui que s'ils sont bien planifiés, il y a différents mécanismes financiers qu'on peut mettre en place. Et c'est souvent la peur, des fois, d'un propriétaire ou d'un maître d'ouvrage, c'est qu'on n'y voit qu'un coût, alors qu'ils peuvent avoir une vraie rentabilité dans un projet. Donc, c'était un peu pour les contextes et constats. Vous l'avez compris, du coup, pourquoi faire tous ces espaces d'interaction sociale? Les objectifs attendus, c'est évidemment, du point de vue social, améliorer la cohésion, créer de l'appartenance, de l'appropriation. Du point de vue écologique, l'objectif, il est plus dur à mesurer, mais c'est sur le long terme, c'est de réduire l'empreinte écologique par personne, vu qu'on a moins de mètres carrés par habitant et plus d'espaces communs qui peuvent être partagés. Et du point de vue économique, si on répond bien à ces besoins des usagers qui est croissant, on arrive à avoir des taux de rotation plus faibles, une amélioration également de la vacance. Quelques exemples justement pour aller un peu dans le vif du sujet, et on va les faire selon 4 contextes qui sont ceux du SNBS. Commençons par les quartiers mixtes. Évidemment, les premiers espaces d'interaction qu'on pense, c'est les grands espaces ouverts, les parcs, les terrains, les jeux publics ou les places publiques ici à droite, qui peuvent être des lieux aussi qui accueillent des événements. Si on va à une toute plus petite échelle, on a au-delà de la place commune, la place de quartier, qui peut être un élément où on fait des fêtes, soit une fête spontanée ou une fête planifiée, des fois dans des grands quartiers. Et encore toujours à l'extérieur, on peut avoir ces notions aussi de seuil qui sont très importantes, et Loïc en parlera, qui sont des espaces qui ne sont pas vraiment une place, c'est plus dédié cette fois aux habitants, aux clients d'une surface commerciale ou autre, et c'est un peu une extension de nos surfaces privées qui permettent de l'appropriation. Et finalement, évidemment, les salles polyvalentes intérieures, diverses et variées, qui peuvent être un théâtre, une salle commune ou autre. Dans le contexte du logement, à nouveau, si on repart de l'extérieur, les éléments de toiture sont des espaces d'interaction sociale à planifier, comme les cours extérieurs qui peuvent être d'ailleurs cloisonnés et dédiés que à des habitants. Vous avez l'exemple à la Coda à Genève.
Les salles communes, à nouveau, qui sont toujours très appréciées, autant pour faire des événements qu'être loués, et les éléments plus extérieurs, comme des potagers, qui nécessitent aussi des éléments de gestion spécifiques. À nouveau, dans le contexte du logement, on a cette question des seuils qui intervient, intérieur et extérieur, et un point qui est souvent oublié, c'est ces espaces de seuil intérieur qui sont souvent une interface pour créer de la rencontre. S'ils sont bien dimensionnés et bien éclairés, c'est vraiment des lieux à forte plus-value. Dans le contexte des activités aussi, on parle de logement, mais l'activité aussi a besoin de ces interactions. Vous avez sur la gauche ici, c'est les bâtiments de Coca, vous avez l'entrée sur la gauche et vous arrivez directement sur un espèce de forum qui est un endroit appropriable où on peut faire des conférences ou autre. C'est un lieu d'intégration sociale. Et même aussi vis-à-vis du SNBS, vous pouvez justifier une cafétéria comme étant un espace ouvert et un espace d'intégration sociale. Dans le contexte des écoles, on terminera sur ce dernier contexte, évidemment la notion d'avoir des cours vertes et ludiques, et on le verra aussi dans les critères, il y a des grandeurs mesurées qui nous poussent à faire en sorte qu'il y ait le respect de certains enjeux bioclimatiques dans ces espaces, ou aussi qui nous poussent à avoir des espaces totalement vides, comme ici à droite à Mérin, où c'est pas une place de jeu gigantesque, mais c'est une grande étendue plate qui nous permet de pouvoir faire des fêtes ou autres, et donc d'avoir une réversibilité. Et finalement, on terminera là-dessus pour les exemples illustrés. Tous les éléments aussi de seuil se retrouvent aussi dans les écoles, et pas que dans les bâtiments, mais aussi d'avoir des balcons, des alcôves, des lieux où les adolescents, les jeunes peuvent avoir spontanément des rencontres. C'est vraiment un thème assez clé que sont ces espaces de seuil. Donc voilà pour cette première partie très richement illustrée, les motivations. Et pour rentrer maintenant un peu dans le détail du SNBS et comment intégrer ces espaces, je laisse la parole à Loïc. Donc, on va évidemment démarrer avec le critère 131, espace d'interaction sociale, qui en fait finalement se décline un peu de la même façon que ce soit pour le SNBS bâtiment ou le SNBS quartier. Donc, vous le verrez, je vais intervenir en parlant de ce critère-là comme un critère central, et on fera le lien finalement avec d'autres critères de chacune de ces deux versions du SNBS, qui sont finalement des critères liés dans lesquels tout un tas d'aspects sont liés à ces espaces d'interaction sociale. On parle par exemple du critère participation, gouvernance, des aspects de gestion, d'adaptabilité ou encore de communication. Je m'attarderai sur les mécanismes liés à ce critère espace d'interaction sociale et on fera quelques liens finalement sous la forme de recommandations avec les autres critères. Ce critère, il se décline de la même façon pour bâtiments et quartiers, donc on a 4 grandeurs mesurées, qui sont les lieux de rencontre extérieurs, les lieux de rencontre intérieurs, les espaces de seuil, j'y reviendrai sur la définition d'espace de seuil, et la dernière grandeur mesurée, la 4e, qui est liée en fait à la cohérence globale de la planification de ces espaces et de leur exploitation. Donc on a finalement une évaluation qui est basée sur ces 4 grandeurs mesurées, chacune vaut 1,5 point. Et le tout, et vous le verrez, se justifie finalement par un concept d'affectation qui peut se transformer en concept de gestion et qui inclut une analyse de contexte, la définition de groupe cible, leurs besoins et la description des offres pour y répondre. La seule petite différence, c'est que, comme vous le savez peut-être, le SNBS quartier, la certification va au-delà de la phase 5. On a une recertification en phase 6 et des éléments à justifier. C'est d'ailleurs pour ça que la phase 6 est d'autant plus importante pour la version quartier. Et ce que vous verrez aussi, c'est que toutes ces grandeurs mesurées, ces espaces, ne sont pas évalués pour le SNBS de manière quantitative, mais uniquement qualitative, ce qui amène à des réflexions particulières. En termes de méthode, ce qui est préconisé, finalement, c'est ces 3 points clés suivants, à savoir commencer par un diagnostic et une analyse du contexte. On parle là des offres d'espace dans les environs, des données sociodémographiques, du programme même du projet et son standing, des aspects d'accessibilité ou encore tout sondage ou atelier participatif qui pourrait être effectué si les utilisateurs sont déjà connus. Sur cette base-là, on en arrive à pouvoir définir des groupes cibles, qui peuvent être organisés par phase de vie, couche sociale, type de ménage ou encore par entité. Et chacun de ces groupes cibles, finalement, ensuite, pour l'utilisation et puis pour sa présence dans le quartier, a des besoins particuliers. Et c'est ces besoins qu'il faut considérer pour en arriver à la dernière partie, le concept global qui doit tenir compte de ces besoins, estimer ou sonder, tout dépend si les utilisateurs sont connus ou pas,
et du coup, par conséquent, la définition des espaces pour y répondre. Je démarre avec cette première grandeur mesurée 1. Donc pourquoi finalement des espaces extérieurs favorisant les rencontres? Ce qu'on vise, c'est d'augmenter les échanges sociaux organisés ou spontanés, de renforcer l'attractivité et l'appartenance au lieu, de permettre la pratique d'activités sociales en tout genre, de permettre également de se tenir et de se déplacer en sécurité dans les espaces, et finalement d'offrir une marge d'appropriation aux utilisateurs. Comme l'a montré Baptiste, ça peut prendre différentes formes. On voit ici par exemple un espace plus restreint, une petite placette, tout comme une plus grande place de quartier. Et comme je vous l'ai dit, cette grandeur mesurée et les suivantes seront identiques. Elles sont évaluées sur la base de critères qualitatifs. Donc le SNBS décrit une liste de critères qualitatifs à prendre en compte, qui seront les mesures évaluées. Donc elles sont aussi à réfléchir de manière contextuelle. Elles vont de l'intégration de ces espaces dans le concept urbanistique, donc très en amont. Elles passent par la prise en compte des aspects de microclimat, Baptiste l'a évoqué auparavant, la coexistence de zones plus calmes, de zones plus actives, donc tout ça doit être bien réfléchi. Évidemment, la diversité d'activités en fonction des groupes cibles qu'on aura pu déterminer. On parle aussi de diversité d'atmosphère, de facilité d'appropriation, ou encore, et quelque chose de très important, des infrastructures techniques adaptées à des multiples possibilités. Je prends quelques exemples, l'électricité, l'eau, les espaces de rangement. À ce titre, on se retrouve souvent avec des espaces extérieurs pour lesquels il n'y a pas forcément un accès à un point d'eau ou à un point d'électricité, ce qui peut être problématique. Donc quand on réfléchit à ces espaces, il faut aussi réfléchir à ces questions-là. Typiquement, si on veut avoir une fête sur la place, on aura besoin d'électricité quoi qu'il arrive, par exemple. Donc voilà, c'est ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Sans entrer dans tous les détails, mais comment est-ce que cette grandeur mesurée-là se justifie et s'évalue? Donc, en termes de justificatif, donc, on retrouve en fait finalement les nouvelles dénominations, principalement certification provisoire, certification définitive et recertification spécifiquement pour le SNBS quartier. Ces éléments se justifient en grande majorité par un concept d'affectation, donc qui inclut toute la méthodologie qui a été décrite succinctement avant, auquel on adjoint finalement les plans du projet. Et c'est ce groupe-là d'éléments qui nous permet de justifier cette grandeur mesurée 1, ainsi que les suivantes. En termes d'évaluation, finalement, on est dans une gradation entre 0 et 1,5 points, qui vont du fait que le thème n'est pas traité au fait que le thème est entièrement traité de manière convaincante. Évidemment, c'est qualitatif et du coup, c'est à chaque porteur de projet de vraiment bien justifier son offre et le fait qu'elle réponde aux besoins. J'en viens maintenant aux espaces de rencontre intérieurs. On retrouve finalement la plupart des objectifs similaires. Ce qui est important aussi, et puis qui est à noter en termes de différence, c'est que si on parle de quartier ou de bâtiment, les projets communs sont vraiment favorisés par ces espaces intérieurs, notamment par le fait qu'ils permettent de pratiquer des activités collectives et communes à l'abri, au chaud, avec des équipements adaptés. Si on imagine un comité d'un collectif ou d'une association, bah, c'est difficile de faire ça dans le salon d'une des personnes, quoi. Et toujours important, la marge d'appropriation aux utilisateurs, on y reviendra. Ces espaces intérieurs, ils peuvent se matérialiser de plein de sortes différentes, de plein d'aussi ambiances différentes. Donc on voit autant à gauche ici le lobby d'une coopérative très aménagé par les habitants et puis qui sert aussi d'espace de seuil, tout comme à droite, une salle commune multigénérationnelle dans un quartier qui inclut du logement pour les personnes du troisième âge. On retrouve aussi les principes d'espace hybride, et c'est ce qu'expliquait aussi en partie Baptiste. On a à gauche ici un exemple d'une salle de quartier qui sert aussi finalement de cafétéria et de repas la journée pour les personnes du quartier, ou encore des questions de salle commune. En termes de critères qualitatifs, on est de nouveau assez similaire. On parle là de vraiment définir correctement toutes les utilisations qui peuvent être faites des espaces. On parle aussi de pouvoir programmer quelques espaces, ça c'est plutôt approprié aux plus grands quartiers par exemple, des espaces qui ne sont pas forcément définis par le programme.
Donc on parle là de salles qui sont très flexibles et qui pourront finalement être appropriées et aménagées par les habitants une fois qu'ils arrivent. On a évidemment là-dedans, vu qu'on parle d'espace intérieur, des critères architecturaux, la hauteur des locaux, la proportion des pièces, les matériaux, la robustesse des éléments, des matériaux, etc. On parle aussi de coexistence de zones calmes, zones actives, comme les espaces extérieurs, de diversité d'activités. On parle aussi d'inciter à l'appropriation, donc quelles mesures sont mises en avant pour inciter à cela. Elles doivent être décrites. Et de nouveau, on retrouve quelques critères techniques liés aux infrastructures. L'évaluation, je ne m'attarde pas, c'est exactement la même façon d'évaluer et de justifier. J'en viens maintenant aux espaces seuils. Donc la définition d'espace seuil, il faut la comprendre comme ça, c'est vraiment les espaces qui créent l'interface entre l'extérieur et l'intérieur, qui vont du parvis, on va dire, devant le bâtiment, l'entrée, le hall, la cage d'escalier, les paliers, jusqu'à arriver aux surfaces privatives. Ces espaces, ils sont cruciaux dans cette définition d'interaction sociale parce que c'est dans ces espaces que beaucoup de déplacements quotidiens se font que les gens se croisent de manière spontanée. Et on se croise de manière spontanée, on peut discuter, mais il y a quelques éléments architecturaux ou contextuels qui favorisent cela. Typiquement, si on parle de lumière naturelle dans les cages d'escalier, ou alors de zones un petit peu plus élargies à certains endroits, là, on favorise vraiment ces échanges. On parle aussi de clarifier les limites privées, semi-publiques et publiques, qui sont un des gros enjeux de ces espaces seuils. Et finalement, c'est aussi ces espaces qui assurent l'orientation des utilisateurs et des visiteurs, que ce soit dans les bâtiments ou les quartiers. On a mis ici deux exemples qui sont deux halls d'entrée qui ont chacun leur qualité. Ils servent évidemment d'espace de seuil, mais ils sont aussi hybrides parce qu'ils accueillent les deux des espaces d'interaction sociale intérieure. On a ici à gauche la coopérative Kalkbreite, une bibliothèque commune, donc dans le hall d'entrée, et ici un point d'information qui sert finalement aux visiteurs à être orientés dans le bâtiment. On retrouve aussi la notion d'espace extérieur de seuil. Donc on voit ici une entrée de bâtiment avec des espaces végétalisés à proximité, la disposition d'un banc qui facilite aussi grandement les interactions. À droite, on le voit, un espace de circulation à la coopérative du Bled, aux Plaines du Loup, avec vraiment une qualité architecturale, une lumière naturelle qui stimule les rencontres. En termes de critères qualitatifs, là, on est plutôt sur les aspects d'organisation des espaces, d'interconnexion, de pouvoir favoriser aussi l'indépendance des espaces privés. Si on pense aussi au fait qu'il y a des espaces extérieurs privés, c'est de pouvoir les préserver, tout comme renforcer l'ouverture des espaces ouverts et communautaires. On parle aussi de qualité spatiale et architecturale, donc vraiment pouvoir les justifier, les mettre en avant. Ces espaces seuils sont aussi tout particulièrement concernés par la question bioclimatique, à savoir le fait de pouvoir avoir des circulations agréables d'un point de vue température, tout en étant éclairé naturellement, pouvoir avoir aussi des ombrages au niveau des entrées des bâtiments, c'est important. On parle aussi de potentielles mesures acoustiques, le fait qu'on se déplace, qu'on discute dans ces espaces, il faut aussi faire attention à bien préserver de manière acoustique les espaces privés. De nouveau, les justificatifs et l'évaluation se font de la même façon. Et on en vient à cette dernière grandeur mesurée qui est liée à la cohérence globale. Donc là, finalement, pourquoi assurer une cohérence? Et on en revient à l'utilisation à proprement parler des espaces. Cette grandeur mesurée évalue la capacité du projet à renforcer l'utilisation et l'appropriation de ces espaces, donc toutes les démarches qui vont autour, les aspects de gestion, etc. notamment, dans le but de répondre aux besoins effectifs des groupes cibles sondés, qui peuvent avoir des besoins pour l'intérieur, l'extérieur, pour les espaces de seuil. Comment cela peut se passer? Donc il y a plusieurs aspects qu'on peut mettre en avant par rapport à ça. Tout d'abord, les aspects de flexibilité d'utilisation, on en a parlé, aussi les possibilités d'adaptation de ces espaces. On peut imaginer un premier espace qui a une utilisation et qu'elle puisse changer.
Les questions de rôle, de gestion, on reviendra dessus, de communication aussi, important, mais on reviendra dessus sur le critère communication, tout comme le fait de pouvoir, dans un contexte de logement par exemple, accompagner la création d'un collectif d'usagers qui ensuite a la délégation et le rôle de gérer en partie et d'utiliser ces espaces. Donc là, on voit quelques exemples avec des utilisations concrètes, plus ou moins concrètes, des espaces. Les critères, je ne vais pas m'attarder trop dessus parce qu'en fait, on revient dessus juste après dans les différentes slides. On a pour cette grandeur mesurée un lien avec le critère lié aux conventions d'objectifs, avec les aspects de gestion, d'appropriation, d'exploitation, les aspects d'évolutivité de l'offre ou encore des aspects d'entretien sur le long terme. Finalement, la justification s'effectue de manière assez similaire aux précédentes, mais on doit aussi faire attention dans ce critère-là, 131, de bien faire le lien et de montrer les connexions avec les critères 112, 113, 212, etc. Ce que je vais vous faire à partir de maintenant. Donc, maintenant qu'on a fait le tour sur ce critère 131, je vais revenir sur quelques critères qui sont liés, à commencer par le tout premier critère, qui est le critère majeur, le plus important de tout ça, à prendre en compte bien dès le début, qui est lié aux objectifs et au cahier des charges. Donc c'est ce qu'il faut bien prendre en compte quand on traite ce critère, c'est d'avoir presque déjà au moment de la définition des objectifs, une première idée des groupes cibles qui utiliseront le bâtiment et le quartier. Tout ça pour ensuite pouvoir transcrire des premières hypothèses de besoins, que ce soit dans la convention d'objectifs, tout comme dans un programme de concours, dans un cahier des charges de projet, etc. Le SNBS met en avant l'élaboration d'un concept d'affectation dans lequel doivent être consignés tous ces éléments. Ce qui est aussi possible de faire, et que nous on a fait dans certains cas, c'est d'avoir une petite notice qui précise pour chaque espace qu'on imagine des pistes d'utilisation, des pistes de matériaux, d'équipements, etc. J'en viens maintenant à un critère tout aussi important qui est lié à la gouvernance et à la participation. Donc quand on parle de gouvernance à l'échelle d'un bâtiment ou d'un quartier, on connaît bien les acteurs habituels, mais il faut aussi se plonger dans la gouvernance de la vie de quartier. Typiquement, qui est-ce qui va gérer, entretenir les espaces d'interaction sociale? Qui est-ce qui va donner les accès, les gérer? Qui est-ce qui va permettre leur adaptation? Ou qui est-ce qui va assurer leur bonne utilisation? Pour ça, on parle aussi d'un aspect qui est lié à l'implication des utilisateurs. Il y a deux volets. Le premier qui est lié au développement du projet, dans lequel il est possible de faire en amont une démarche informative ou participative avec les usagers s'ils sont connus, ou avec d'autres groupes cibles qui peuvent être représentatifs, par exemple. Si les utilisateurs ne sont pas connus ou si on n'a pas de groupe représentatif à portée de main, c'est aussi possible de justifier cette implication par le biais d'experts, ça peut être des sociologues, ça peut être des experts en termes d'usage, d'utilisation des espaces communs, pour pouvoir vraiment mettre en avant les bonnes questions à se poser. Et on en vient avec le dernier volet qui est lié à l'exploitation, et là qui peut passer dans le cadre de logement, par exemple, par la création d'un collectif d'habitants ou d'entreprises pour soutenir l'appropriation des espaces, leur gestion, l'émergence d'activités, d'événements, par exemple. Pourquoi mettre en avant en fait finalement un collectif ou une première dynamique? On constate que souvent, s'il n'y a aucune dynamique qui est insufflée, ces espaces-là ont du mal à être utilisés de manière spontanée. C'est toujours important de mettre en avant au début de l'exploitation quelques possibilités d'utilisation, ce qui met les personnes en fait dans un état d'esprit d'utilisation et de projection, et ce qui leur permet ensuite de devenir plus autonomes dans cette utilisation. On vous a mis quelques exemples ici liés à la gouvernance. On voit à gauche finalement un modèle de gouvernance qu'on a mis en place dans un quartier, qui est un modèle de gouvernance vraiment lié à la vie du quartier. On retrouve quelques entités bien connues, habituelles. Et pour ce quartier en particulier, on avait créé un collectif qui agit en fait selon certains statuts avec les différentes autres entités du quartier et avec les aspects de conciergerie. À droite, un exemple finalement de constitution d'une association dans un quartier qu'on accompagne.
Maintenant, un critère qui est uniquement lié au SNBS quartier, qui s'appelle développement du quartier, et qui inclut en bonne partie le volet des plans d'affectation, en fait, qui sont une des premières entrées importantes pour pouvoir introduire, ou de manière réglementaire, cette question d'espace d'interaction sociale. Que ce soit pour les espaces extérieurs, que ce soit pour les espaces intérieurs ou les espaces de seuil, il est possible, dans les plans d'affectation, d'inclure des articles qui parlent de qualité ou de quantité de ces espaces, que ce soit, si on parle de qualité, on imagine typiquement l'ombrage, on imagine les matériaux, on peut même suggérer des types d'utilisation. Tout élément guidant dans les plans d'affectation, tout en laissant bien sûr une part de projet possible, permettra d'arriver à des espaces au final qui seront bien ciblés et qui seront vraiment bien conçus, et ce qui renforcera leur capacité à être bien utilisés. On parle aussi dans ce critère des affectations intermédiaires, donc là c'est dans le cas où des bâtiments sont existants dans le quartier et qui peuvent être utilisés temporairement avant déconstruction ou transformation. Et c'est typiquement ce genre d'espace qui se prête très très bien à l'expérimentation ou à la préfiguration de certains espaces d'interaction sociale, donc pouvoir tester certaines choses avant de les intégrer de manière définitive dans les nouveaux bâtiments qui seront construits. Un petit lien aussi qui peut être fait avec le critère qui s'appelle accessibilité et commodité dans les environs. Typiquement pour le SNBS quartier, on parle de pouvoir intégrer certaines commodités dans le quartier. Et donc, je fais un pas en arrière. Si j'en reviens à l'analyse des groupes cibles et de leurs besoins, finalement, on constate que des besoins peuvent être ressortis, que ce soit pour les espaces d'interaction sociale, mais évidemment aussi pour les aspects de commodité. Et que parfois, dans certains cas, il peut y avoir des espaces qui répondent plus ou moins aux deux besoins différents. En termes de gestion, maintenant, donc par rapport à ces espaces, et c'est un critère en tant que tel dans lequel peuvent être référencés des aspects de gestion des espaces. On parle là, bien sûr, de définir les rôles, donc on fait le lien avec la gouvernance. Également, bien faire attention et à mettre au point dès le début, c'est les questions de système de réservation des espaces, s'ils peuvent être privatisés, les questions de location de ces espaces aussi, tout comme les questions d'accès. Et c'est un point aussi important à prendre en compte, c'est la qualité des équipements et des électroménagers qui seront mis dans ces espaces. On se retrouve malheureusement des fois avec des équipements ménagers, on va dire standards, dans des salles de quartier avec une utilisation intensive. Les équipements ne durent en général pas longtemps dans ces contextes-là. Donc c'est aussi important à prendre en compte. Densité d'occupation, donc il y a un critère qui finalement mesure les surfaces par personne. Donc là, je refais directement le lien avec ce que disait Baptiste en début de présentation. Dans un contexte où on veut réduire les surfaces par personne ou si des contraintes de nombre de personnes sont appliquées aux appartements, l'intégration d'espaces d'interaction sociale et mutualisée est d'autant plus importante. C'est vraiment ça qui permettra finalement aux personnes de conserver, voire même d'être encore plus élevées en termes de capacité d'usage et de fonction dans leur habitat par rapport à un logement standard. Maintenant, en termes de flexibilité, donc flexibilité pour SNBS bâtiment, variabilité pour SNBS quartier. Là, on fait le lien finalement avec les espaces qui sont plutôt dits mutualisés et qui justement contribuent aussi à cette extension des surfaces privatives. On parle là de salles de musique, par exemple, d'ateliers de réparation de vélos, de salles de télétravail. On peut aussi inclure dans cette définition les buanderies, les séchoirs communes, les bibliothèques, les livres et d'objets, par exemple. Tous ces espaces peuvent aussi être déterminés dans le cadre de l'analyse des groupes cibles, la définition de leurs besoins. Et on reconnaît aussi quelques parallèles. Typiquement, une salle de musique, c'est très probable qu'on y rencontre ses voisins fans de musique, tout comme nous. Très important pour ces espaces, évidemment, bien définir en amont toutes les règles d'utilisation qui peuvent même être mises à disposition en ligne, etc. Et je terminerai par le critère communication, donc qui est un critère qui est uniquement présent dans le SNBS quartier, mais qu'on vous invite aussi à considérer évidemment dans un contexte de développement de bâtiments.
Là, on parle pour ce critère de vraiment très bien communiquer l'offre d'espace et le plus important, dès l'arrivée des utilisateurs. Nous, on constate dans nos interventions en général qu'une intégration tardive de cette communication fait que les taux d'utilisation, les taux d'intérêt baissent de manière cruciale. Si au moment de la signature du bail, les personnes reçoivent par exemple une première information sur la démarche dans leur quartier, les offres d'espace disponibles, on augmente très grandement la capacité et le potentiel d'utilisation de ces espaces. Ce qui est important aussi, c'est que si on prévoit des réservations, c'est de pouvoir les rendre possibles en ligne, tout comme, et ça c'est un moyen de soutenir aussi les utilisateurs de ces espaces, pouvoir promouvoir l'offre d'événements et d'activités qui s'y déroulent. Ça peut se faire de plusieurs manières, par des infrastructures de communication. Elles peuvent être numériques, ça peut être des écrans, ça peut être simplement des panneaux d'affichage. Le plus important, c'est qu'elles soient très bien visibles, simples d'utilisation. Par visible, il faut toujours se poser la question par où les personnes circulent dans le quartier. Est-ce qu'elles se garent dans le parking souterrain et qu'elles prennent l'ascenseur? Auquel cas, il faut mettre les informations dans les ascenseurs. Est-ce qu'il y a d'autres types de circulation? Est-ce qu'il faut mettre dans les halls d'entrée, par exemple, etc. J'ai terminé avec ce tour des critères liés. Je passe rapidement sur quelques outils et ressources qu'on vous a mis à disposition dans cette présentation, à savoir un réseau qui s'appelle le réseau Quartier Vivant, qui est porté par l'ARE, l'OFL et l'Union des villes suisses, qui propose divers événements autour de cette vie dans les quartiers. On retrouve aussi par rapport à ces espaces d'interaction sociale quelques critères. Vous en a mis la sélection ici. Des critères qui sont situés dans le système d'évaluation des logements proposé par aussi l'OFL. C'est ce système qui sert à l'évaluation des logements d'utilité publique, entre autres, ainsi que différents liens qui redirigent vers des publications qu'on estime intéressantes. On vous a mis aussi 2 suggestions d'événements à venir en lien avec ce thème. Le premier qui est une conférence nationale donnée à Berne sur justement cette thématique, la cohésion sociale au niveau local. Donc on parle de niveau local, donc dans les quartiers, dans le but de favoriser les interactions sociales. Ce sera en janvier, en partie traduite en français. Et de manière plus proche, un autre événement organisé par le réseau Quartier Vivant, qui s'intitule Quartier comme lieu de pratique démocratique, qui aura aussi lieu à Berne, mais dans les 2 langues, avec différents ateliers, différents sujets qui seront abordés. On a terminé de notre côté pour la présentation et on passe très volontiers aux questions. Voilà, merci beaucoup à tous les deux. C'était très intéressant et très instructif. Pour la petite info, donc la présentation et la vidéo seront disponibles sur le site snbs-bâtiment.ch dans la rubrique Actualité. Pour les questions-réponses, on s'est dit qu'on pouvait éventuellement les faire par oral. Il n'y a pas trop de monde. Donc, vous pouvez sans problème activer votre micro et prendre la parole ou lever la main. Je vois qu'il y a déjà des questions qui viennent dans la rubrique. Alors, je peux éventuellement vous lire la première. Alors, Victor Perrin qui demande, enfin déjà, bonjour, merci pour la présentation. D'expérience, comment inciter les MO à s'engager dans cette démarche de quartier, parfois indépendamment d'une labellisation propre, par exemple sur l'engagement d'un super concierge, etc. Ça, c'est la question, si vous voulez déjà y répondre. Comment inciter les MO? Je pense que la réponse, elle est déjà un peu dans la question, c'est que si on dit s'engager dans une démarche de quartier, je pense qu'aujourd'hui, un maître d'ouvrage qui dit qu'il veut développer un quartier, il doit prendre conscience, et c'est comme ça que nous, on va dans ce sens-là, c'est qu'on développe un nouveau bout de ville, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité qui va au-delà de construire des murs et des bâtiments, mais il y a un enjeu social derrière le fait de créer un quartier, et je pense qu'aussi, quand on maître d'ouvrage et futur propriétaire éventuellement, le fait que son quartier vive et ait cette identité qui soit justement vivant, approprié, c'est une grande plus-value, que ce soit pour son portefeuille d'actifs ou son portefeuille de réalisation. Donc nous, c'est souvent un peu avec ces arguments qualitatifs qu'on va vers les maîtres d'ouvrage.
Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que des fois, le frein qui nous est posé, c'est la question des coûts. Donc là, on l'a dit partiellement dans la présentation, mais en fonction de la taille de l'objet dont on discute, la taille du quartier, déjà, on parle de pourcentage infime de toutes les surfaces. Mais au-delà de ça, on trouve des mécanismes qui permettent de financer en partie à la fois l'espace en lui-même, mais aussi son utilisation. On met par exemple en place dans les quartiers des systèmes de cotisation avec une participation des propriétaires ou alors typiquement des redevances, ce genre d'aspect. Donc pour les questions financières, ça peut aussi être réglé. Et puis tu le disais aussi, Baptiste, en début de présentation, c'est la question de la diminution de surface par personne qui arrivera tôt ou tard un jour dans le débat public. On y viendra de manière obligatoire. Donc ça, c'est une première chose à prendre en compte. Et l'autre, finalement, qui est liée... ouais, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà. Merci. Juste pour les personnes qui ont levé la main, On t'entend plus, Marion. on m'entend pas. C'est bon. Merci. Je disais pour les personnes qui ont levé la main, juste attendre encore une petite minute. On a encore une question écrite. Donc, monsieur Gianluca Paglia, qui vous remercie pour votre présentation. Le SNBS ne précise pas des mesures selon les diverses affectations, pardon. Cependant, les aménagements et les impacts prévus sous le critère 131 peuvent varier de manière importante entre un logement ou un bâtiment administratif. Quelle est votre approche selon les différentes affectations? Merci. Alors, le SNBS distingue quand même, que ce soit bâtiment ou quartier, les contextes logement et administration. Ça, très clairement, dans la fiche critère du critère d'interaction sociale. On retrouve aussi une petite différence de description de type d'espace, ça c'est dans les fiches critères. Et au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut vraiment bien avoir en tête, c'est pour qui on va proposer ces espaces. Donc, si on parle de logement, faut se demander quel type d'habitants. Si on parle d'administratif, ce ne sera pas du tout les mêmes utilisateurs. Et du coup, les besoins seront tout à fait différents aussi. Et c'est ce qu'il faut justifier dans ce critère, c'est pour qui on propose ces espaces. C'est clair qu'une salle commune, on la proposera plutôt dans un contexte où on aura des habitants. Une cafétéria, si on imagine un quartier uniquement administratif, on aura peut-être besoin d'une salle polyvalente à un endroit, d'un auditoire à un autre endroit. On peut même justifier dans ce critère des salles de réunion partagées et mutualisées, tout comme une cafétéria, comme le disait Baptiste. Donc, c'est vraiment à chaque porteur de projet de justifier que les espaces qu'il met en avant, c'est les espaces qui répondront aux besoins des personnes qui seront présentes. Du coup, l'approche, c'est vraiment de segmenter les publics cibles, même dans de l'administratif, les types d'utilisateurs, et ensuite définir des espaces. Il avait juste complété la question, est-ce que les nudges, alors je ne sais pas si je prononce juste, peuvent être valorisés avec le critère 131? C'est comme ça qu'on dit nudge? Oui. Oui, alors, je dirais plutôt, s'il fallait les justifier, ce serait plutôt dans un critère type communication Application. ou implication des utilisateurs. En fait, peut-être pour expliquer, tu me corriges si je me trompe, les nudges sont des stratégies de communication implicites qui permettent aux utilisateurs d'être influencés dans leur mode de vie de manière générale, sans être tout à fait conscients d'être influencés. Mais voilà, ça peut être par exemple, l'exemple concret, c'est attention, vous êtes filmé, pour inciter à pas enfreindre certaines lois. Ça, voilà. Conclusion, je les justifierai pas forcément dans les espaces à proprement parler, mais plutôt, oui, comme l'a dit Baptiste, peut-être implication des utilisateurs, bien que c'est une implication un peu involontaire, mais aussi communication, du coup, pour SNBS Quartier en tout cas. Alors, on va passer aux questions orales. Donc, le premier à avoir levé la main, c'est monsieur Thomas Zenker. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Bonjour madame.
Monsieur G, Monsieur Simon, merci pour la présentation. C'était très intéressant. J'ai une question par rapport à l'intégration des éléments d'information que vous avez apportés dans les plans de quartier ou les plans d'affectation. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'aspects théoriques et d'aspects pratiques, hein. Or, si on cherche une certification SNBS quartier préliminaire, hein, forcément, on la développe au moment du plan de quartier ou du plan d'affectation. Comment on intègre tous ces paramètres de développement positifs dans le document légal? Alors, en effet, idéalement, il faudrait pouvoir avoir tout intégré au moment du plan d'affectation. La réalité veut que parfois, c'est pas ce qui se passe. Maintenant, si on fait bien les choses, comme vous le dites, au moment du plan d'affectation, pour SNBS Quartier, il y a un outil pour le critère 114 qui est une liste de multi-critères de tous les aspects qui peuvent être intégrés. Ça ne nous dit pas encore comment les intégrer. Ça, c'est un peu finalement aux urbanistes de s'en emparer, tout en respectant bien sûr les bases légales possibles de chaque canton. On ne peut pas tout faire non plus de la même façon dans chaque canton. Ce qu'il y a de sûr, et nous on l'a vu passer à plusieurs reprises, des plans d'affectation qui indiquent par exemple dans les règlements liés aux surfaces bâties, typiquement dans chaque lot de, admettons, 5000 m², on puisse avoir au minimum 50 m² d'espace d'interaction sociale. C'est quelque chose qu'on pourrait écrire dans un règlement de plan d'affectation, typiquement. Ça, ce serait pour des espaces intérieurs. Si je prends l'exemple des espaces extérieurs, c'est tout simplement définir des zones extérieures qui sont par exemple des zones plutôt orientées végétalisation, biodiversité, d'autres zones qui sont vraiment dessinées dans le plan d'affectation comme des zones d'espace public orientées pour des intégrations, enfin pour des interactions sociales. Ce qui est aussi possible dans un plan d'affectation, toujours, c'est de mettre des exemples qui ne sont pas restrictifs, mais qui sont des exemples d'utilisation et qui donnent une vision, en fait, à l'utilisation de certains espaces extérieurs. Si on parle de qualité, on peut aussi mettre des critères qualitatifs pour les espaces, que ce soit la végétation, l'éclairage, etc. Puis les espaces de seuil, finalement, ils peuvent aussi... typiquement, dans un plan d'affectation, on peut exiger que les entrées aient un couvert, par exemple, ou un mobilier d'assises. Donc voilà, c'est à chaque fois possible, mais ça doit pas être du projet à ce stade, mais ça doit orienter. Voilà. Très bien, merci pour votre réponse, c'est très clair. Et on a aussi une question de Madame Rizzotti. Vous pouvez allumer votre micro. Je ne sais pas si vous arrivez. Allez-y, pardon. Voilà, merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à l'élément de coexistence de zones actives et de zones calmes qui est répété plusieurs fois. On voit que dans notre côté, on veut favoriser des grandes places publiques, des places de jeu, etc. Qu'est-ce que vous avez comme exemple d'outils, que ce soit gouvernance ou gestion, qui permettent cette cohabitation? Parce qu'on sait aussi le bruit que ça peut créer. Donc, qui peut d'une certaine manière être exclusif d'une autre partie de la population qui a aussi besoin de moments de calme. Donc, est-ce que vous avez, je pense que c'est un des gros enjeux de cette cohabitation, vous avez des exemples d'outils? Alors, on a des exemples de problématiques, après on viendra aux outils. Ouais. Je pense qu'il est important déjà de se dire, c'est que même dans les plus beaux quartiers, même on a souvent des références de coopératives, il y aura toujours des clivages, il y aura toujours des problématiques de vivre ensemble, et c'est normal, ça fait partie, je pense, de la vie de quartier et de ces développements de grands ensembles. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir des chartes de quartier ou des chartes de places de jeu, mais extrêmement simple. Je pense qu'on a la tendance, des fois un peu réglementaire, à faire un règlement qui fait 3 pages à 4 et que personne ne lit, mais d'avoir des éléments très visibles qui sont affichés. Et de plus en plus, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de les communiquer à nouveau à l'arrivée des gens. Pour pas que ce soit une découverte la première fois qu'on emménage là, mais que ce soit très clair, on reçoit notre contrat de bail ou bien on a une information de notre gérant pour information, la place de jeu, elle est gérée comme ça, elle est gérée comme ça, etc.
Et en cas de clivage, parce que ça arrive et on l'a déjà vécu, ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre finalement les différents publics, d'aller dans une salle de rencontre, vu qu'on a un espace d'interaction sociale, et de prendre, typiquement, ça arrive entre les familles qui ont beaucoup d'enfants, les seniors qui sont à la retraite, qui ont du bruit toute la journée, et juste d'essayer de discuter et de tout d'un coup recréer une charte qui n'a pas été faite dès le début. Et l'autre moyen, finalement, je pense, pour un peu combler cette lacune, c'est d'avoir des concierges sur site, donc de ne pas être tout le temps avec des sociétés externes, mais d'avoir des gens qui, j'ai pas envie de dire qui incarnent l'autorité parce que c'est faux, mais qui sont là pour être un peu une figure et pouvoir faire un rappel si jamais à certaines règles. Et ça, on voit qu'en général, les quartiers où il y a un concierge qui habite sur place, ils ont beaucoup moins de problèmes de ce type-là, ou alors ils les ont, mais ils sont plus vite réglés. Ouais, ok. Ouais, merci beaucoup. Peut-être pour compléter rapidement, il y a évidemment les enjeux réglementaires, mais il y a en amont un enjeu de planification et de conception, et on pourrait presque même remonter au plan d'affectation. De nouveau, je rebondis sur la question d'avant, dans lequel cette question d'utilisation des espaces peut déjà presque être intégrée. C'est clair que un quartier qui fonctionne en îlot, on ne va pas avoir les mêmes fonctions à l'intérieur de l'îlot comme à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment des réflexions à avoir. Moi, je me demandais surtout pour des quartiers existants où ça n'a pas été fait, mais qui ont une volonté sociale, entre guillemets, de sociétale. Et comment ramener ça, en fait, quand ça n'a jamais été posé. Voilà. Alors, je pense que vraiment solliciter les gens, c'est un premier moyen, discuter avec, forcer à trouver des compromis, on y arrive toujours. Et l'autre chose, et nous, on l'a vécu avec un propriétaire dans un quartier existant, qui, après avoir stimulé la dynamique de quartier avec nous, etc., a décidé de remettre 2 concierges sur site pour créer plus de liens et pour avoir plus d'ancrage. Et ça a beaucoup facilité ce genre de sujet. Okay. Et pour compléter, je dirais que le fait de réunir les gens sous la forme d'un collectif ou d'une association, ça peut aussi souvent avoir tendance à les responsabiliser de manière collective et à être un peu plus empathiques les uns envers les autres. Tandis que si tout le monde est dans une vision d'utilisation individualiste de son quartier, des espaces, on a plus tendance à avoir des problèmes de ce genre. Ouais, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Visiblement pas. Donc, on finit pile dans les temps. Alors, merci à vous deux encore pour votre intervention. C'était très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir participé. Je vous rappelle que la vidéo et le support seront disponibles dans les prochains jours sur notre site snbs-bâtiment.ch sous actualité. Je vous souhaite à toutes et tous un bel après-midi et à très bientôt pour une prochaine session SNBS. Merci à tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir.